L'actualité est riche de ce début de semaine, oui, avec la tournée du numéro 1 de la FDC, mais aussi du regroupement AFDC à Modeste Bahati dans l'espace Grand Katanga. Quel a été le but? Et oui, on reviendra sur cette tournée. On évoquera également les grandes questions d'actualité, notamment est-ce que le dialogue s'impose actuellement en République démocratique du Congo au regard de la situation politique de l'heure, mais également la situation sécuritaire où l'on annonce également la reprise de combat entre le Wazalendo et l'M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Oui, nous reviendrons également sur ce dossier de justice où l'on parlerait de 19 millions de dollars américains qui seraient détournés par le ministre d'État en charge de la justice. Oui, le procureur Vonde revient sur cette question. On va également l'évoquer ici sur ce plateau, oui, avec des invités également, des acteurs et analystes politiques, notamment M. Henri Kalimasi Kingombe, qui sera également de notre ce soir. Vous le savez, la particularité de Télé 50, c'est entre autres l'actualité. Oui, l'actualité nous préoccupe à chaque heure, à toute heure. Et ce soir déjà, les grandes lignes qui feront les titres de la grande édition seront développées ici sur ce plateau, ou plutôt de l'autre côté du plateau, avec Joël Selona qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Alec Boutila, bonsoir à tous. Place aux grandes lignes de l'actualité. Moins de 2 ans seulement après son élection, le gouverneur du Sankuru, Victor Kitenge Kanyama, a été déchu ce lundi en plénière. 19 votants sur 23 ont approuvé la destitution de l'autorité provinciale qui est reprochée de manque de leadership et de mauvaise gestion. Le monde a célébré le 25 mai la journée de l'Afrique. Cette commémoration s'inscrit dans le cadre de la solidarité nationale et panafricaine. La ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, et le corps des ambassadeurs accrédités en RDC, en présence de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, ont profité de l'occasion pour remettre des vivres et non-vivres aux victimes des pluies du 4 au 5 avril du site Tata Raphaël. Reddition de groupes armés, près d'une centaine des miliciens de groupe Fimbo ont déposé les armes. La cérémonie officielle a eu lieu au village Kassama devant le gouverneur du Tanganyika qui a appelé d'autres miliciens encore réfractaires à emboîter les pas. Guerre au Proche-Orient, au moins 52 personnes ont été tuées ce lundi par des bombardements israéliens à Gaza, selon la défense civile palestinienne. 33 sont mortes dans une école abritant des déplacés où l'armée israélienne a dit avoir visé des terroristes. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans la grande édition de 19h. Entre-temps, votre magazine Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutila. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et comme tous les lundis, vous retrouverez la grande édition grâce à Lambocha Kongalula pour la grande édition de 19h qui reviendra d'ailleurs à chaque heure, comme on l'a si bien dit, à chaque heure, à toute heure. L'info, si on continue sur Télé 50 et sans plus tarder, on va prendre notre tout premier dossier. Notre tout premier invité nous a rejoint ici sur ce plateau, M. Henri Kalimasi. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Arlette. Oui, ça fait belle lurette du moins qu'on vous reçoit ici sur ce plateau. Oui, on va revenir sur des sujets d'actualité. Notamment, on commence par ce dossier qui semble déranger un tout petit peu, que ce soit au niveau du ministère de la Justice, parce qu'on a vu également le ministère d'État aujourd'hui de retour à Kinshasa a tenu carrément un meeting au niveau du ministère de la Justice sur cette question, le dossier 19 millions de dollars qui serait détourné justement en ce qui concerne les indemnisations des victimes et autres. Alors, comment comprendre ce dossier dans son ensemble? Bon, Madame, je ne sais pas mettre la charrue devant les bœufs, étant donné que le procureur général et la Cour de cassation avaient demandé l'autorisation au niveau de l'Assemblée nationale pour que les ministres de la Justice soient entendus
par rapport à cette question. Et le président de l'Assemblée nationale avait mis une commission en place qui peut-être, d'un moment à l'autre, pourra déposer son rapport au bureau, afin que les bureaux puissent soumettre la question au niveau de la plénière. Attendons voir comment ça va se passer. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, on parle de détournement lorsque une somme a été destinée pour l'histoire X, mais on utilise ça pour l'histoire Y. C'est ça, en bref, le détournement. Et ici, la question reste à savoir, est-ce que les 19 millions ont été dépensés? La question que nous devons nous poser, pourquoi Senaref avait bloqué ses comptes ou la sortie des fonds? Et pourquoi le ministre de la Justice n'a-t-il pas suivi la procédure? Parce que c'est lui l'organe régulateur. Aujourd'hui, Constant Moutamba a été félicité. Il était devenu l'espoir de la République par rapport à sa manière de faire. Et on se pose la question, comment il pouvait entrer dans ce pétrin pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Même en matière de finances, et à ce que je sache, ces fonds qui sont gérés aujourd'hui par Frivaro ont été destinés pour les victimes de la guerre de Kisangani, la guerre de 6 jours, dont les Ougandais et les Rwandais sont venus combattre dans un sol ou dans un pays qui n'est pas le leur. Et il faudrait quand même signifier que c'est l'indemnisation des victimes, en fait, ce sont des montants pour permettre à ces victimes de reprendre le cours de leur vie normale au-delà des incidents peut-être physiques ou qui ont été causés au cours de cette guerre de 6 jours. Oui, l'argent là, si l'Ouganda a accepté de sortir ses fonds, ce n'est pas par baguette magique. C'est parce que il y a eu un jugement dont l'Ouganda a été condamné pour dédommager ses victimes. Mais ici, dans notre pays, nous n'avons qu'un seul ordonnateur des dépenses. C'est le ministre des Finances. C'est lui qui engage les sorties des fonds. Et s'il faut aller loin, c'est le ministre des Budgets. N'est-ce pas? Ce sont les deux qui travaillent pour toutes les structures qui existent ou les entreprises, à ce qui concerne soit le budget normal, soit le budget annexe pour le fonctionnement de ces structures-là. Donc, si l'Ouganda est en train aujourd'hui de dédommager ses victimes, certainement, cet argent devrait entrer d'abord dans la caisse générale du Trésor, n'est-ce pas? Et c'est au ministre des Finances de sortir pour besoin de la cause ou pour le fonctionnement de Frivaro qui joue le rôle d'indemniser ses victimes. Il serait aberrant aujourd'hui que le ministre de la Justice puisse s'approprier la chose jusqu'à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez, madame? Alors, je ne sais pas condamner le ministre de la Justice, c'est parce que j'ai beaucoup de l'estime avec ces jeunes ministres qu'on n'a jamais eu au sein du ministère de la Justice par rapport à tout ce qu'il a eu à faire. Il a ses bons côtés et ses mauvais aussi. Comme l'argent a été
dans un compte de séquestre. L'argent n'était pas encore dépensé. Moi, je crois qu'au lieu de les ridiculiser de la manière dont peut-être on est en train de vouloir faire, si réellement il est fautif, il serait souhaitable d'attendre peut-être le remaniement et les faire partir du gouvernement avec honneur. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, il n'a pas encore dépensé la somme en question. Quand bien même qu'il y a eu une erreur de procédure qui n'a pas été respectée, quand bien même qu'il n'y avait pas une urgence pour la construction des prisons, et lui a voulu passer ses marchés de gré à gré, c'est une erreur monumentale par rapport à la procédure de sortie des fonds. Mais au moins, nous devons aussi voir ses bons côtés. C'est un jeune qui a eu à servir la République, et il y a beaucoup de ces gens qui étaient victimes hier, qui se sont retrouvés par rapport à sa manière de faire au sein du ministère de la Justice. Donc il faudra l'arbitrage du président de la République et pour un équilibre, récupérer l'argent qui a été bloqué par Senaref et le retourner au sein de la caisse centrale qui est la banque centrale, lui retirer les prérogatives de la gestion des fonds et lui retourner ses prérogatives auprès du ministre des Finances et du Budget et peut-être lui conseiller, parce que vous devez aussi savoir que c'est un jeune, il y a aussi la dose de la jeunesse dans lui, ça nous devons comprendre, il a le sang de la jeunesse, mais au moins privilégions l'essentiel. L'essentiel serait de l'entendre ou l'essentiel serait de régler ça politiquement? Oui, tous les enjeux sont permis, madame. S'il faudra voir tout ce qu'il a eu à faire, on peut gérer la situation politiquement, récupérer l'argent et retourner. Comme la construction des prisons n'est pas, de la prison de la province orientale n'est pas une priorité. Parce que pour moi, la priorité, si moi j'étais à la place du ministre Moutamba, je souhaiterais, au lieu de construire la prison, autant construire une cité avec cet argent, au lieu de commencer à indemniser avec l'argent 5 000, 10 000 que quelqu'un peut consommer et demain rentrer dans la misère du départ. Mais si on peut avoir des logis pour ces victimes, on construit une cité ou un camp dénommé camp des victimes de séjour. Ça sera à la fois récompenser les victimes et à la fois un endroit de souvenance de ce qu'a connu cette population de la province orientale pendant cette guerre de 6 jours. Parlons justement des priorités, puisque vous avez évoqué la question des priorités aujourd'hui, notamment la question du dialogue qui s'invite également au débat actuellement. On se dit, est-ce que le dialogue en ce moment en République démocratique du Congo est-il opportun au regard de la situation politique de l'heure? Madame, sans nous voiler la face, tous les signaux aujourd'hui montrent que le dialogue devient plus qu'impératif. Quand par exemple le gouvernement va à Doha avec l'AFC, c'est déjà un dialogue. Ce dialogue, quand bien même que le chef de l'État peut digérer ça d'une manière négative parce que l'Est étant victime des atrocités de l'M23 dont les parrains majeurs et les Rwandais, par moment nous nous disons, est-ce que faudra-t-il dialoguer? Mais que voulez-vous, madame? Faudra-t-il aussi accepter, parce que chaque jour qui passe, il y a des morts à l'Est, quand bien même que ceux qui sont là se disent être des libérateurs, mais le sang coule chaque jour. Le président de la République, c'est le garant de la nation ou des bons fonctionnements des institutions.
il est considéré aujourd'hui comme le père des familles, de tous ces Congolais qui meurent à l'Est. Et par moments, il peut se dire, bon, quand bien même que moi, j'avais décidé de ne pas dialoguer, et étant entendu que des conseils viennent de gauche à droite, pourquoi pas aller? Peut-être c'est dans ce sens-là que le président s'est retrouvé avec l'AFC à Doha, au travers, bien sûr, nos délégués qui sont partis là-bas. Mais malheureusement, il faut noter que les victimes sont les gens de l'Est. Que les chefs de l'État, dans sa désignation des membres qui doivent représenter la République démocratique du Congo au sein de ces dialogues qui se passent à Doha, il doit tenir compte des notables de l'Est, parce que ce sont eux qui sont des victimes dans cette délégation. C'est ce que nous déplorons, parce que ceux qui vont parler là à Doha au nom de la population de l'Est ne connaissent pas réellement l'histoire de l'Est ou les problèmes réels de ce que vivent la population de l'Est. D'où il faudra dorénavant, pourquoi pas ajouter ou joindre dans cette équipe les notables ou la notabilité de l'Est qui connaît les jeux et les enjeux de tout ce qui se passe à l'Est. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faudrait prendre en compte. La situation politique actuelle, la crise politique interne, la question des minerais, de la gestion de minerais, parce que c'est vrai, il faudrait aussi le dire, cette question se joue également entre la Chine et les États-Unis d'Amérique qui se disputent un tout petit peu cette primauté en République démocratique du Congo. Il faudrait prendre toutes ces questions au-delà justement de la question de l'occupation de terres dans la partie Est, notamment le Nord et le Sud Kivu. Mais disons-le, il n'y a pas que le Nord et le Sud Kivu, il y a également d'autres provinces qui sont touchées par des poches de rébellion. Aujourd'hui, on a vu Tanganyika où on en parle de la reddition des groupes armés, qui ont déposé les armes. On parle également des groupes armés en Ituri, à Kisangani également, on évoque toutes ces questions. À Chopo, disons-le, toutes ces questions des groupes armés. Ça veut dire que le problème, il n'est pas que dans le nord ou sud Kivu, le problème il est on ne peut plus large. Écoutez, madame, aujourd'hui, tout tourne autour de l'Est de la République démocratique du Congo, quand bien même qu'il y a des poches résiduelles, même ici, tout près à Bangundu, ici, Maïndombe, il y a pas les Mboro, les Mobondo. Les Mobondo qui sont là, que nous ne pouvons pas négliger. Mais aujourd'hui, nous avons perdu des provinces, dont notamment le Nord et le Sud Kivu. Et si aujourd'hui, le gouvernement peut se retrouver à dos avec l'AFC M23, c'est parce que ces deux provinces sont tombées au mains de ceux qui se disent les libérateurs aujourd'hui. Mais les dialogues qu'on cherche aujourd'hui doit être un dialogue national. Et vous devez savoir aussi, madame, que dans ces dialogues, dans tout ce qui se passe, quand bien même qu'il y a eu un accord ou qu'il y aura un accord qui sera signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo le 15 juin qui pointe à l'horizon, mais il y a à boire et à manger dans toutes ces situations-là. Le Congo doit s'attendre aussi à d'autres guerres féroces par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a la Chine qui avait déjà la suprématie par rapport aux richesses des sous-sols congolais. Aujourd'hui, quand bien même qu'on soit à Doha, les Émirats arabes dans son ensemble, ce sont eux qui étaient derrière Kagame, mais ils ont les investissements de plus d'1 milliard de dollars. S'ils s'accrochent aujourd'hui à ces dialogues, c'est pour protéger leurs intérêts. Il y a la France qui a géré cette situation depuis 1994
et qui est en train de soutenir Kagame. Vous voyez aujourd'hui, quand bien même que le monde entier dénonce Kagame, mais toutes ces multinationales, toutes ces puissances ne veulent pas laisser Kagame. Ils s'accrochent à Kagame parce qu'ils se retrouvent dans Kagame par rapport à leurs intérêts. Vous comprenez, madame? Vous avez vu le président des États-Unis, dont aujourd'hui, dans son discours, a ramené la paix à l'est de la République du Congo. Il s'est déplacé des États-Unis vers Doha pour rencontrer les responsables des Émirats arabes. Tout ça, c'est pour savoir les contours de ces dossiers par rapport à la paix de l'Est. C'est parce qu'en fait, tous se battent pour les minéraux de l'Est. Tous se battent pour les minéraux de la République démocratique du Congo. Alors, ils doivent savoir quels sont les intérêts de la France par rapport. Donc, tous ces gens-là ne nous aiment pas. Ils aiment plutôt nos richesses. Et nous devons être prudents dans tout ce que nous menons comme démarche. Est-ce que cela demande forcément de la prudence, mais plutôt de la malignité? Parce que apparemment, c'est en interne que ça pose problème. Nous allons en ordre dispersé. Nous évoquons, on ne peut plus beaucoup plus de problèmes en interne que l'extérieur ne fait que profiter de cela justement pour créer des mots de pression, pour créer justement tous ces problèmes. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas nous-mêmes? Ce n'est pas nous-mêmes qui n'arrivons pas aujourd'hui à avoir une politique bien définie en rapport avec les ressources que nous avons, les partenaires que nous devons avoir par rapport aux richesses que nous avons, et à la politique justement à développer en République démocratique du Congo. Est-ce que nous devrions avoir cette politique comme tout le monde, ou une politique spéciale, justement, mode de gestion spécial par rapport aux réalités qui nous entourent, notamment la question des ressources, la question des partenaires, la question également de cette suprématie que voudraient tous les Occidentaux, également la Chine aussi. Vous savez, madame, ici dans notre pays, je dois vous avouer que nous avons des politiciens et des politiques qui n'aiment pas la République démocratique du Congo. Et souvent, ceux qui sont dans l'opposition mettent les bâtons dans les roues de ceux qui dirigent. Je vais vous rappeler une histoire. Joseph Kabila, alors président de la République, par rapport au contrat chinois, par rapport aux 5 chantiers, il signe un accord avec les Chinois pour la construction des 5 chantiers. Ces opposants qui étaient là vont s'organiser pour aller détruire ces projets. Parce qu'ils voyaient dans ces projets la réussite de Kabila, et que Kabila, une fois que ces projets allaient réussir, il allait s'éterniser au pouvoir et on ne parlerait plus des opposants. Aujourd'hui, nous avons souhaité que les pays soient démocratisés. En 2018, il y a eu ce qu'il y a eu, l'alternance politique, qui a couronné d'ailleurs cette démocratie avec l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la Constitution dit on doit briguer un mandat plus 1, c'est-à-dire 10 ans au pouvoir. Félix arrive au pouvoir, il termine son premier mandat. Avant même qu'il ne termine, déjà l'opposition qui était là commence à l'accuser. Ce n'est pas lui qui était élu, voilà, voilà. Et ils ont fait le tour du monde pour l'accuser partout. Il a forcé jusqu'à terminer le premier mandat et obtenir le deuxième. Par manque de patience, on cherche à forcer au président de la République parce qu'on ne va pas le laisser travailler. Si jamais on le laisse travailler, peut-être il pourra changer la donne dans l'esprit des Congolais par rapport à sa gestion. On met les bâtons dans les roues de l'actuel président de la République. Tout simplement parce que tout le monde voudrait assez
qu'il puisse avoir dialogue, en fait de partager les gâteaux qui est le pouvoir. Mais si déjà l'extérieur... Laisse-moi terminer, madame. Je risque de me perdre. Si déjà l'extérieur veut intervenir, veut avoir les biens que nous avons, vous pensez qu'en interne réellement, que les gens ne voudront pas en avoir? C'est cette gestion distributive qu'on voudrait. C'est cette gestion que l'on voudrait avoir dans toutes les provinces. On ne voudrait pas avoir les provinces plus riches que d'autres provinces parce que, justement, la particularité de chaque province, par exemple, fait à ce que l'on retrouve un peu plus de minerais. De l'autre côté, un peu comme c'était à l'époque dans le Kasaï, on retrouve, par exemple, un peu plus de forêt à l'équateur, on retrouve la navigation avec le fleuve plus dans le Congo central et arriver à mettre de l'équilibre. C'est tout simplement un problème de gestion et de bonne volonté politique aujourd'hui. Parce que vous trouverez les provinces qui réclament les rétrocessions qui n'arrivent pas. Aujourd'hui, on a encore vu le gouverneur de Sankourou qui a été déchu parce que l'on estime qu'il n'a pas, il y a un manque de leadership, il y a ceci. Mais si on arrive à rééquilibrer les provinces, parce que la politique de province comme des États montre à suffisance, c'est que par rapport à la gestion actuelle de la République démocratique du Congo, permettre aux provinces d'être indépendants, c'est créer, il y a beaucoup plus de risques de balkanisation. Mais puisqu'on veut fédérer, lorsqu'on fédère, on veut réunir, que tous se dépendent du gouvernement central. Alors il faudrait bien gérer les choses, il faudrait bien distribuer les choses. Aujourd'hui, on a des provinces extrêmement pauvres et les provinces extrêmement riches. C'est ce qui dérange un tout petit peu les Congolais aussi. Là, madame, je crois que vous m'avez coupé le fil d'idée. Nous devons faire une démarcation entre la gestion et la situation socio-politique de notre pays. C'est là où je venais. Félix devrait terminer ça. Parce que vous ne pouvez pas gérer pendant qu'il y a la guerre à l'Est. Même si vous aviez prévu quelque chose pour X, vous risquerez de prendre ça. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui développer un pays pendant qu'une partie est en train d'être prise. Qu'est-ce qu'il faut? Vous allez prendre ce qui devrait être affecté à la construction de l'hôpital ou des routes et privilégier d'abord qui est la paix. Ça, nous devons le savoir. Mais qu'à cela ne tienne, par rapport à la situation actuelle, les chefs de l'État se retrouvent dans là où je venais. C'est-à-dire les opposants ne veulent pas que celui qui est au pouvoir puisse travailler convenablement. Ils mettent toujours les bâtons dans les roues. C'est ce que le président de la République est en train de connaître aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le Lorsque l'Est tombe, c'est-à-dire nous rentrons dans la case du départ, pourquoi ne pas être patient de laisser quelqu'un terminer son mandat? Mais un mandat où... Tous ces opposants, on n'a jamais accepté, nous sommes dans un pays où personne n'accepte l'autre. Même si nous y allons aux élections, c'était le cas avec Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba en 2006. Personne n'accepte la défaite. À chaque fois qu'il y aura élection, il y aura toujours l'autre camp qui dira qu'on a triché. Et celui qui dirige a triché, il a volé les voix de l'autre. Et comment celui-là pourra travailler en paix? Pendant que celui qui a échoué, au lieu de dire que j'ai échoué, de concéder, il se met à accuser l'autre. Maintenant, ceux qui convoitent la République démocratique du Congo, ils vont en profiter pour en faire pression. Mais pourquoi cela ne se fait seulement ici en République démocratique du Congo? C'est parce que nous avons la majorité. On a vu Trump qui a contesté les élections avec Biden. C'est ce que dit. Mais ça n'a pas empêché à Biden de diriger pendant toutes ces années. Là, ils ont un système déjà mis en place, ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous ne nous faisons pas confiance. Vous constaterez qu'il y a un ministre qui entre, il trouve que son prédécesseur qui était là avait déjà commencé avec une démarche. Il va écarter tout ce que son prédécesseur avait laissé au lieu de continuer et il commence à zéro. Et ça produit quoi? Les reculs par rapport à ce que ce ministère allait donner. Aujourd'hui, Kabila, Joseph, 6 ans après, il vient tenir un discours. Un discours comme
quelqu'un qui se voyait dans sa peau du président de la République, avec un ton pour dire que c'est moi qui avais bien travaillé. Il a démontré dans son discours... C'est votre interprétation. Puisque je n'ai pas voulu qu'on aborde le sujet, mais on en vient parce que vous voulez aborder le sujet. Laissez-moi achever mon idée. Oui. Il ne faut pas seulement voir les choses dans le mauvais sens. Pas du tout. Je voudrais rentrer par rapport à ce qu'on parlait ici. Ce que les gens doivent se poser comme question, quand bien même que je vois les gens s'acharner contre les discours de Joseph Kabila. Mais ils doivent se poser la question, ou les questions. Pourquoi seulement Kabila a attendu 6 ans pour venir avec un discours dont le ton est presque dominatoire, dont le ton est presque imposant. Quand bien même qu'aujourd'hui, la République, par rapport à sa diplomatie, a eu à stopper la guerre de Nanga sur base d'un contrat de minerais que les États-Unis doivent exploiter à l'Est. Mais le pouvoir doit savoir que, au-delà de cette diplomatie dont je salue l'intelligence de Mme Thérèse Wagner des affaires étrangères, il y a beaucoup de contre-vérités. Parce que la diplomatie congolaise aujourd'hui, apparemment, elle n'est pas seulement faite par la ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, cette diplomatie est faite par la CENCO et le CC qui a eu à sillonner partout où Mme Wagner a eu à protéger les intérêts de la République. CENCO est parti à Doha. On ne sait pas ce qui se sont échangés. Est-ce que ils ont parlé sur les intérêts de la République ou ils ont indexé ceux qui sont au pouvoir d'une manière négative? Mais je crois que si pour le savoir, ils ont demandé une audience auprès du chef de l'État qu'ils attendent jusqu'aujourd'hui pour faire la restitution. Est-ce que vous refusez, vous, la majorité au pouvoir, vous refusez que justement, que les prêtres, les prélats et l'Église protestante puissent rencontrer le président de la République sous prétexte que leur démarche n'a pas lieu d'être, alors que la démarche a été déjà faite. Alors pourquoi vous vous posez des questions? Pourquoi si vous voulez avoir des réponses, vous auriez dû accepter cela? Parce qu'ils ont fait cette demande pour faire la restitution avant de partir. Ils ont rencontré le président de la République. Si on ne peut plus, ce que la population également reproche au pouvoir en place, c'est se volte-face à chaque fois. Vous acceptez quelque chose que vous refusez après. Mais pour arriver à donner tant soit peu de l'espoir à la population congolaise, prenez un dossier, allez jusqu'au bout avec ce dossier. Pourquoi le laisser en cours de route et prétendre que c'est une fausse démarche? Prenez-le jusqu'au bout et concluez en disant qu'au regard de ceci, de ce qu'on nous a dit, ce n'est pas une bonne démarche. Madame, moi je crois que avant de continuer avec mon idée, oui, vous devrez savoir que le président de la République a un agenda chargé et il est libre de recevoir les gens par rapport à son agenda. Il n'a pas que la charge d'attendre de rencontrer les membres de la CENCO et de l'ECC par rapport à tout ce qu'ils ont fait comme tournée. Mais lorsque l'agenda du chef de l'État les permettra, ils seront réussis. Mais par rapport à ce que je disais, nous avons aujourd'hui une double diplomatie. Parce que l'ECC et la CENCO ont vu Macron. Ils sont allés aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils ont rencontré aussi Trump. Ils sont allés à Doha. Ils sont allés au Rwanda. Vous comprenez? Est-ce que réellement partout où ils sont passés, ils ont parlé du bon ou des bons du président de la République? Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Vous n'arrivez pas à vous faire... Laissez-moi, madame, terminer mon idée. Mais parce qu'il y a contradiction avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Pourquoi vous contre-attaquez? Laissez-moi terminer mon idée, madame. Mais justement, pour revenir à cette idée où vous disiez que le problème en République démocratique du Congo, c'est qu'on n'arrive pas à se faire confiance.
le cas échéant, vous n'arrivez pas à faire confiance à la Cinco, à l'Église protestante. Personne n'a dit qu'on ne fait pas confiance à la Cinco. Nous sommes en train de faire une analyse par rapport à la diplomatie qui a eu à faire que la guerre de l'Est soit stoppée. C'est là où je suis. Je suis en train de parler des contre-vérités, peut-être au-delà de ce que Mme Wagner fait, au-delà de ce que le président de la République fait au travers les différents émissaires qu'il envoie ça et là. Il faut voir aussi la Cinco et l'SCC partout où ils sont passés, s'ils ont parlé réellement de la République ou s'ils ont parlé réellement en faveur du président de la République. Et si j'arrive à parler, cela c'est par rapport au discours du président de la République. Pourquoi attendre 6 ans pour venir faire un discours avec un ton dominatoire, comme si il se considérait comme président de la République? C'est pourquoi moi, en écoutant son discours, je voudrais peut-être lancer une alerte auprès de ceux qui gèrent le pays ou de ceux qui voudraient peut-être aujourd'hui s'attaquer au président de la République. Ils doivent savoir les motivations qui ont poussé aujourd'hui Kabila à faire ce discours. Et après son discours, il se retrouve aujourd'hui à Goma. Nous ne savons pas, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à toutes ces contre-vérités, qu'est-ce que réellement la communauté internationale fait ou joue comme jeu contre notre pays par rapport à leurs intérêts. C'est là où moi je suis. Alors, on va évoquer justement. Vous comprenez, madame? D'où Monsieur Kalimassi. Nous devons. Monsieur Kalimassi, c'est moi qui mène le débat. N'est-ce pas? On va entrer justement dans cette question d'itinérance. Parce que parmi les acteurs politiques, il y a M. Modeste Bahati Lukwebo, qui après un long moment de silence, il a aussi été attaqué, il faudrait le dire, à un moment donné au niveau de l'Union sacrée. Il ne s'exprime pas, on voudrait le voir s'exprimer. Il a entamé toute une tournée dans l'espace Grand Katanga. Quel en a été l'objectif finalement en ce moment-ci? Oui, avant de parler du professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui est le président statutaire de l'AFDC, laissez-moi terminer mon idée, madame, en disant qu'il fallait qu'il y ait l'ordre et il fallait que les chefs de l'État puissent mettre les stratèges pour étudier à fond les discours du président de la République. Et aussi, je voudrais lancer... De l'ancien président de la République. De l'ancien président de la République, excuse-moi, madame. Et aussi, aux membres du gouvernement de ne pas parler d'une manière éparpillée. Lorsque l'ancien président Joseph Kabila s'attaque au gouvernement et au pouvoir, moi je crois que la primaire est réservée au Premier ministre et au président de la République et qui ne doivent pas agir sous le coup de la colère ou sous pression parce que Kabila a accusé, à tort ou à raison. Je crois que tous ceux qui parlent devraient laisser au président de la République qui aura son temps, soit d'intervenir moyennant un point de presse ou une conférence de presse pour élaguer tout ce que l'ancien président Joseph Kabila a dit, soit lors d'une occasion, par exemple le 30 juin, qui pointe à l'horizon, le président de la République aura un discours à tenir à la nation. Je crois qu'il pourra élaguer tout ce qu'il y a eu comme mot dans les discours de l'ancien président Joseph Kabila. Mais l'important présentement, c'est de mettre les stratégies en place, d'étudier tout ce qui se passe aujourd'hui comme démarche pour nous amener à un dialogue au niveau de l'Union africaine. Qu'est-ce que les membres de cette commission ont fait comme travail contre la République ou pour la République? Les opposants congolais, quand ils sillonnent l'extérieur du pays, qu'est-ce qu'ils font contre la République? Notre ministre des Affaires étrangères, comment elle doit travailler pour contourner tous ces esprits machiavéliques. Voilà la contribution que je voudrais peut-être apporter par rapport au discours tenu par l'ancien président, au lieu de s'acharner
ou de commencer à agir sous les coups de la colère. Je rentre maintenant dans les périples qui est en train d'effectuer le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Vous savez, nous avons toujours dit que le professeur Bahati Lukwebo, c'est un éclaireur. C'est quelqu'un qui a toujours accompagné le président de la République dans sa politique. C'est un grand notable du Grand Kivu qui détient les informations de ce que vit la population du Nord et du Sud Kivu après la prise de ces deux villes, Nord et Sud. Il connaît les affres de la guerre. Il connaît qu'en perdant le Nord et le Sud Kivu, le gouvernement congolais a perdu plus ou moins 25% dans le budget 2025. Il connaît quand bien même que ceux qui ont pris la province du Nord et du Sud Kivu ont y a trompé la population de ces deux provinces qui sont les libérateurs. Combien sont en train de mourir jour et nuit aujourd'hui? Ils sont devenus comme si c'était une population qui est considérée aujourd'hui comme une population esclave, où les amendes de Salongo vont de 50, 100 000, 200 000, comme s'ils ne vivaient pas dans leur propre pays. Alors, un éclaireur, et pour les soucis qu'il a pour la République démocratique du Congo, pour les soucis qu'il a vis-à-vis du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a préféré aller dans les Grands Katanga. Dans les Grands Katanga, pas en tourisme, mais pour un périple d'éveil patriotique. D'éveil patriotique pour montrer aux Katangais qu'une fois que vous cédiez, comme la population du Sud et du Nord qui vont céder, vous serez victimes comme eux et vous les regretterez. Deuxièmement, c'est pour interpeller cette population au patriotisme d'aimer leur pays et d'aimer leur président de la République, qui ne cèdent pas au chantage de ce, une fois que le Grand Katanga tombera entre leurs mains, ils deviendront des esclaves comme la population du Nord et du Sud Kivu. Autrement, je venais de dire qu'en perdant le Nord et le Sud Kivu, dans le budget de l'État, on a perdu plus de 25% des recettes. Et si aujourd'hui, on perdait les Katanga, quel serait le fonctionnement ou d'où proviendraient les moyens pour contrecarrer les rebelles qui asphyxient aujourd'hui non seulement la population congolaise, mais qui pillent les richesses des sous-sols congolais et aller développer le Rwanda et les pays de ces multinationales qui sont derrière ceux qui se disent libérateurs aujourd'hui. Il a effectué combien de villes actuellement? Bon, il a commencé par Lubumbashi, où il a été accueilli en triomphe, comme toujours, où la population du Grand Katanga de Lubumbashi s'est amassée autour de ces grands leaders pour écouter les messages qu'il avait, en fait d'accompagner, de soutenir le président de la République. Vous comprenez, madame? Donc, il a bâti un travail de titan pour les intérêts de la République. Et si je voudrais dire à ceux qui
l'acquise à tort ou à raison, que le président Bahati aime son pays, que le président Bahati aime son président de la République. Et il est parti faire ce travail-là pour l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo. Oh, il s'est limité à Lubumbashi ou il compte également faire d'autres... Il va continuer à Lualaba et il est toujours là, en train de travailler. Ça, c'était... Il a commencé par un meeting. Vous savez, le meeting, c'est une masse pour communiquer. Mais il est en train de faire un grand travail maintenant avec la notabilité et katangaise pour leur faire voir la quintessence de sa mission contre cette guerre qui agace la République, contre cette guerre qui aujourd'hui préjudicie la République. Au lieu de prendre les moyens, ces moyens-là pour développer la République, d'un côté, il y a les rebelles qui prennent les moyens, peut-être qui traversent vers le Rwanda, pas peut-être ces moyens traversent vers le Rwanda. Au lieu de prendre ces moyens pour construire la République, mais ces moyens aujourd'hui sont dépensés pour la guerre. C'est là où je ne voudrais pas que vous parliez de la gestion ou de la mégestion. Parce que lorsqu'un pays est en guerre, la priorité, c'est la paix. Et c'est cette paix-là que le président Bahati aujourd'hui a laissé son lit, a laissé sa famille, il s'est déplacé au risque et péril pour les Grands Katanga, en fait de conscientiser la population des Grands Katanga pour qu'ils soient derrière le président de la République, pour élaguer dans leur esprit, peut-être l'esprit qu'ils avaient, pour accueillir ces menteurs une fois qu'ils prendront les Grands Katanga. Nous sommes arrivés à la fin. Ils vont prendre tout ce qu'il y a comme richesse et clochardiser la population des Grands Katanga. Monsieur Henri Kalima, si je rappelle que vous êtes acteur politique et communicateur de la FDCA et FDC également. Nous vous disons merci. Oui, madame, je voudrais saluer le professeur Modeste Bahati Lukwebo là où il est, le président statistère de l'AFDC, et lui dire, papa, continuez. Vous n'avez jamais abandonné Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, vous venez de démontrer encore à ceux qui croyaient ou à ceux qui voulaient se faire croire auprès du président Félix Tshisekedi qu'ils étaient meilleurs que vous. Aujourd'hui, vous avez encore pris le devant et quand ils viendront demain, ils diront que ce sont eux qui ont fait mieux que vous. Courage et continuez à travailler pour votre pays. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était Kinshasa Direct. Dans quelques instants, la grande édition du journal avec Grâce Salam Bochako Ngaloula. Et moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.